Alors, maintenant, on va bloquer. On va bloquer avec un IEC, on va bloquer la transformation d'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et alors là, je sais que vous avez des souvenirs éblouis de votre PACES, de vos cours sur la conception du médicament. Et je vous rappelle un peu ce que je vous avais dit pendant ces cours-là, moi ou mes collègues. En général, c'est des cours que vous aviez bien aimés, mais vous les trouviez très très difficiles à apprendre. Mais on vous a, dans ces cours-là sur la conception du médicament, raconté différentes histoires sur les découvertes des médicaments. Et donc là, en 3 ou 4 diapos, je vais juste vous reprendre ça. Ça va vous rappeler quelques bons souvenirs. Mais ça va vous montrer aussi la beauté de la science pharmacologique. En un mot, quand on reprend la physiologie, c'est que ça que je vous racontais, j'ai repris les 4 diapos du PACES, on retrouve exactement, simplement c'est un peu plus détaillé, la physiologie dont je vous parlais tout à l'heure, angiotensinogène, angiotensine 1, angiotensine 2. Dans ce décapeptide, j'insistais sur une liaison qu'on appelle une liaison amide, phénylalanine, histidine, entre les acides aminés 8 et 9. Et je vous disais, eh bien finalement, l'enzyme de conversion va cliver cette région-là pour donner l'angiotensine 2. Qu'est-ce que c'est que l'enzyme de conversion? C'est une peptidase à zinc. Et tout est là. Et en fait, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à de la bradykinine. Lorsque les chercheurs qui travaillaient sur la bradykinine ont découvert des venins de serpent tout à fait efficaces, ils se sont rendus compte aussi que ça entraînait de la vasodilatation. Ils se disent, tiens, pourquoi est-ce que ça ne jouerait pas aussi sur ce système de conversion? Simplement, il s'est passé 10 ans, 20 ans, pour qu'on découvre exactement les mécanismes. Donc, là, je vous montre simplement, je reviens sur ce que je vous avais raconté l'année dernière, je vous montre la structure de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. C'est une très grosse molécule, très compliquée, qui contient ce qu'on appelle des interactions fortes en rouge, des interactions faibles en bleu. On va les oublier très très vite, les interactions faibles, ce sont des liaisons hydrophobes. À quoi servent-elles? Juste à maintenir la molécule d'angiotensine 1, parce que c'est quand même 10 acides aminés, c'est pas mal, dans une certaine position pour que tout ce qui est lié à cette liaison de coordination qui fait intervenir du zinc, endopeptidase, peptidase, je clive des peptides, endo des peptides endogènes, à zinc, parce que c'est la liaison de coordination à zinc qui fait tout le boulot. Et ces liaisons hydrogènes et ioniques qui sont très importantes, c'est des liaisons de reconnaissance et de fixation. Donc ça permet de placer, alors là je vous le présente en 2 dimensions, hein, hauteur-largeur, mais en fait c'est 3 dimensions, ça permet de placer cette angiotensine 1 exactement dans la bonne conformation tridimensionnelle pour qu'elle présente cette liaison amide, CONH, juste en face de la liaison de coordination au zinc. Donc on pensait, pour vous, une enzyme qui clive, bon, c'est tout simple. Non, un système enzymatique, peut-être que vous avez eu d'autres exemples en biochimie, c'est très compliqué. Et probablement que l'enzyme de conversion de l'angiotensine, c'est une des enzymes les plus compliquées. Donc en fait, cette enzyme, elle doit reconnaître son substrat. Et elle reconnaît son substrat au travers de ces différentes liaisons. Là, vous voyez que je ne vous ai mis que les 3 derniers acides aminés d'un peptide qui en contient 10. Donc on a utilisé beaucoup la modélisation moléculaire pour arriver à comprendre de quoi il s'agissait. Et puis, évidemment, en pharmacologie, quand on développe les médicaments, on va chercher une première molécule, et puis on la teste, et puis on la modifie, puis on en trouve une troisième, puis on fait ce qu'on appelle du développement de pharmacie clinique et de la modélisation moléculaire, en l'occurrence. Là, on est parti d'une molécule qu'on appelle la succinylproline. Je vous évite les raisons qui ont conduit à son choix. Et puis on a regardé comment elle agissait pour cliver. Vous voyez qu'elle
elle est active avec une concentration inhibitrice 50 à 330 micromolaires. Ça, c'est une deuxième notion qu'il faut que vous ayez, je vous l'avais appris l'année dernière, bien présente à l'esprit. Un bon médicament agit à 10-8 molaires. 330, ça fait 3-10-4, c'est pas terrible. Il faut trouver mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On substitue. C'est ce qu'on appelle les démarches conceptuelles. Et là, ces petites flèches bleues, ce ne sont pas des réactions, c'est juste l'idée, la démarche intellectuelle. On a l'idée d'aller substituer ici un méthyle et puis d'aller ici substituer un radical soufre. Et puis on regarde comment ça marche. Est-ce que ça marche mieux? Ben oui, 22 micromoles au lieu de 330. On a gagné 10 fois en efficacité. Et puis là, on n'a pas gagné 10 fois, on a gagné 1000 fois. Donc c'est formidable. Et puis si on combine les deux, eh bien on obtient cette molécule qu'on appelle le captopril, qui a à la fois le radical soufre de l'un et puis le radical méthyle de l'autre. Et vous voyez qu'on est à 0,023 micromoles. Donc là, on est à 2,3 10-8. Et là, on dit, on tient une molécule. Parce que si vous voulez pouvoir donner un comprimé à 10, 20, 40, 100 mg à un malade, et que ce soit actif et très sélectif, il faut avoir une CI50 de l'ordre de 10-8 molaires. Donc on a trouvé en 1982 le captopril, chef de file des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et ça a été une révolution dans le domaine de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque. Alors, juste pour terminer, qu'est-ce que fait ce captopril? Ce captopril va prendre la place de l'angiotensine 1. Il va montrer plus d'affinité pour cette liaison de coordination au zinc. Il va déplacer l'angiotensine 1. Il a dans sa molécule un certain nombre de caractéristiques qui font que tout ce qui est liaison de forte affinité ou de faible affinité, liaison forte, liaison faible, va reconnaître cette molécule, la placer de manière tridimensionnelle dans la structure tridimensionnelle de l'enzyme de conversion, que vous voyez, figurée ici sous la forme d'un petit rectangle, et présenter ici cette liaison SCH2 en faisant croire à la liaison au zinc que c'est une liaison amide. N'empêche que ce n'est pas une liaison amide, elle ne se clive pas, elle est bloquée. Donc cette liaison-là va être très forte, impossible à cliver et empêcher l'angiotensine 1 de se fixer. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est important d'aller bloquer un système? Parce que si vous voulez être efficace, et en particulier dans des maladies comme l'insuffisance cardiaque, comme l'hypertension artérielle, il faut être efficace toute la journée. On donne un comprimé à un moment, il est absorbé, les concentrations plasmatiques augmentent, la molécule se diffuse dans l'organisme, elle sature les récepteurs ou les enzymes, mais il faut surtout que l'effet persiste pendant des heures, et si possible 24 heures, pour qu'on n'ait qu'un comprimé à prendre. Donc vous voyez, là, je suis content de pouvoir vous en reparler maintenant, parce que dans le PACES, on ne peut pas aller très vite, on ne peut pas aller très loin, je veux dire, mais là, je vous montre qu'il y a une logique entre ce qu'on vous racontait l'année dernière et puis ce que je vais vous raconter cette année, c'est-à-dire qu'on a cherché des molécules actives, 10-8 molaires en CI50, c'est des molécules très très puissantes, on a plus bien sûr, et qui vont durer longtemps.